Bonjour monsieur, c'est la mairie d'Ambert, c'est le service de démoustication. On vient vous voir parce que dans votre rue, il y a un cas de dengue qui a été déclaré ce matin, enfin vendredi, et nous on intervient, on a eu ce matin. Là c'est pour juste vous demander l'autorisation si on peut jeter un coup d'œil autour de votre maison et si vous avez quelques minutes à nous accorder. Minutes accordées. C'est une bonne nouvelle pour Jerry et Teva. Un des voisins de cet homme a contracté la dengue. Il pourrait être le prochain sur la liste. Vous nous accompagnez ? Après avoir fait un tour de sa propriété, l'équipe constate que les gestes de destruction des gîtes larvaires semblent ici être adoptés. Mais Jerry met en garde. La lutte contre le moustique n'est pas si simple. Il y a des personnes qui ne savent pas encore que le moustique de la dengue, l'Aedes aegypti, quand elle pond ses œufs, elle colle ses œufs dans les récipients, mais sur le banc. Mais c'est juste à savoir, beaucoup de gens ils pensent que juste en renversant le contenu du pot, là, que le moustique il n'est plus là. Non, c'est les œufs de l'Aedes aegypti peut rester au sec plus de 6 mois, 1 an. Voilà. Passer un coup d'éponge, c'est le seul moyen pour détruire les œufs. Voilà. C'est bon à savoir. Par sécurité, l'équipe décide de traiter la cour en y faisant un épandage. Soulagé, Sam voit ces actions de prévention d'un bon œil. C'est vraiment bien pour la population parce que ça permet aux populations de veiller beaucoup plus et puis de faire attention encore parce que c'est le moustique et quand la dengue arrive, c'est trop tard. Il faut au moins 2 fois par semaine, c'est bon de jeter un coup d'œil, de renverser tout ce qui peut contenir de l'eau. L'intérêt de faire des porte-à-porte, c'est surtout amener les gens à détruire eux-mêmes leur gîte. Fait que là, comme on est en épidémie, nous on vient, on fait de la recherche larvaire, on vide tout ce qu'on peut trouver. Voilà. Et c'est de prévenir les habitants, d'éviter de garder tout ce qui peut contenir de l'eau. Mais la journée s'annonce longue pour l'équipe. Pour s'assurer que la dengue soit neutralisée ici, l'équipe doit faire du porte-à-porte et de l'épandage dans un rayon de 100 mètres autour de la zone où le cas de dengue a été signalé. Le rayon de 100 mètres, c'est tout simplement le rayon de vol de l'Aedes aegypti. C'est un moustique donc, qui est casanier, donc il va à 100 mètres. Et donc c'est le protocole de la DAS et puis de l'OMS qui le demande, donc on doit respecter ce rayon de 100 mètres. Aujourd'hui donc, l'équipe doit frapper à 25 portes. Depuis le début de l'année, 6 cas de dengue ont déjà été déclarés dans la commune. L'année dernière, l'équipe a dû faire plus de 280 interventions pour des cas de dengue. L'Aedes aegypti, premier moustique porteur de la dengue, est arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1883. Un an après, en 1884, la toute première épidémie est déclarée. Un quart de la population de Nouméa est alors hospitalisée. Ce moustique, porteur de la dengue, se répand petit à petit sur toute la Grande Terre et sévit toujours aujourd'hui, plus de 100 ans après, avec une nouvelle épidémie de type 2 déclarée depuis le mois de décembre dernier. La dernière épidémie de ce type remonte à 1998, ce qui inquiète les autorités. Plus de 100 cas ont été confirmés depuis le 1er novembre, dont 58 les premiers jours de décembre. Actuellement, 20 cas sont diagnostiqués chaque semaine. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. D'après les chiffres de la Direction des Affaires sanitaires et sociales, en 2015, la dengue avait presque épargné la Nouvelle-Calédonie avec seulement 571 cas. En revanche, les années 2003, 2016 et 2017 ont été des années noires avec environ 5000 cas enregistrés, 19 décès en 2003 et 11 décès en 2017. Johan a 19 ans. Il vient de Temauri village, ce quartier bien connu de Titioro. Après une année passée dans cette ferme de Manihi, il y a appris la polyvalence, mais sa spécialité est devenue la plongée en apnée entre les stations. Quel changement radical pour ce jeune homme qui n'allait pas souvent à la mer, à Tahiti. J'ai appris beaucoup aussi là, qu'à Papeete. À Papeete, on fait que de rester. On n'a pas de travail à Papeete. Quand ça m'a levé, et quand je suis arrivé là, ça a changé. Tu apprends des nouveaux trucs, la vie Silena. Je suis entré avec mon frère, mon grand frère qui travaille déjà là. C'est lui qui m'a lancé. Le métier de la nacre est très fatigant. Les gérants de fermes perlières doivent aller vite. À
afin de pouvoir rentabiliser leur production. Pour cela, ils embauchent uniquement ceux qui veulent apprendre et qui n'ont aucun mal à travailler en groupe. Et le nouveau là, de 19 ans là, il tient le coup? Oui, c'est un bon travail aussi. C'est poussé en regard. Johan a réussi le test au début de l'année. Depuis quelques mois, il est en formation accélérée avec les plus anciens. Malgré le rythme soutenu de l'activité, ce jeune homme de 19 ans impressionne ses formateurs par son courage. S'il continue sur cette voie, il deviendra vite polyvalent. Il pourra tout faire tout seul. J'en ai formé beaucoup en 15 années de carrière. J'en ai vu qui n'étaient pas faits pour ce métier. Johan, lui, c'est un bon. En plus, il n'a peur de rien. Ils sont plus anciens que moi je suis toujours nouveau. Je les écoute, ils m'apprennent des choses. Venant d'eux, il faut retenir, c'est pour toi plus tard. Johan se plaît à Manihi. Un an après son départ de Pape Été, il semble même avoir trouvé sa voie. Oui, je gagne ma vie, oui. Ça allait, et ma vie est cool, coupée. J'ai tout. J'ai une petite amie, je suis resté avec elle, et voilà, j'ai relancé ta fille là ici, je suis plus rentré à Tahiti. Johan est comme un poisson dans l'eau dans sa nouvelle vie. Il semble déjà loin le temps où il jouait au futsal avec ses copains du quartier pour tuer le temps. Johan a trouvé un moyen de s'en sortir et il veut le faire savoir à ses amis de quartier de Titioro. Hey, les amis, faut venir dans les îles, t'as mis un boulot. Il y a du boulot ici. Il y a du boulot là. Et faut pas avoir peur de quitter votre famille. Faut venir travailler. Faut pas compter ça aussi la famille. Après, si c'est dur quand même. Ouais, même si c'est dur, on fait comme ça. On peut rien aussi. Toi, tu regrettes pas? Non, je regrette pas. J'aime moi ici. Là, j'ai plus envie de retourner à Tahiti. La route est longue et semée d'embûches. Johan le sait très bien. Mais au-delà du salaire à chaque fin de mois, il s'est découvert une vraie passion. Son but, dans quelques années, devenir greffeur, le poste le plus gratifiant en perliculture. Juste derrière le village de Koumak, avant les grottes, la braise est encore chaude. Même si le plus gros du feu a été éteint hier, il reste aujourd'hui fragile et peut vite reprendre à cause du vent. Objectif des pompiers, protéger les habitations et les biens. Cette maison a échappé de justesse aux flammes et les pompiers ne sont pas loin. Je pense avec la fumée, ils ont dû partir voir de la famille au village. Mais ils étaient là ce matin, lors des premières reconnaissances. Maintenant, les gros jeunes, ce sont les fumées aussi. Il y a des personnes âgées, etc., les enfants. Là, ça a bien brûlé autour de chez eux. Oui, ça c'est hier. Donc, voilà, comme on vous expliquait tout à l'heure, c'est des poches qui continuent à rester à l'intérieur. Là, on attend notre responsable. Là, il est parti en reconnaissance, là, sur le panache que vous voyez derrière. Là. On ressent la tension des équipes sur le terrain, le danger est omniprésent. Après l'accident qui est arrivé à un de leurs coéquipiers, le moral n'est pas au rendez-vous. Malgré tout, entre la fatigue, la chaleur et la tristesse, les pompiers continuent de se battre contre les flammes. Le feu il est remonté comme ça, la morale il a largué. Et l'idée de manœuvre c'est reprendre ce qu'on avait fait hier soir et voir si on peut remonter jusqu'ici là, tu vois. C'est l'idée de près. Aujourd'hui, on a sectorisé le chantier, donc là, on est sur le secteur du Santekest. Donc là, l'objectif, c'est d'éviter qu'ils viennent vers les habitations. Le Santekest a été protégé, et puis avec les moyens au sol, plus les 2 hélicoptères, on va essayer de stopper la propagation de ce foyer-là. Un peu plus bas, des habitants participent aussi à la surveillance du feu. On devait travailler, puis on a vu qu'il y avait le feu, et puis la sécurité civile nous a demandé de surveiller le feu pour eux. Et du coup, on est là pour surveiller le feu au cas où ça reprenne pour brûler les habitations à côté.
À l'oasis des possibles, la journée commence par un rituel de réveil corporel, un ensemble d'exercices de voix et d'étirements. Le tout suivi d'un conte qui annonce l'atelier du jour. Si dans ton voyage, tu te sens fatigué, je te conseille de prendre l'huile de coco et de faire des massages sur ton corps. Je vais vous inviter à vous lever. On va mettre chacun sa casquette et on va aller ensemble à cette aventure, l'atelier de l'huile de coco. Pour fabriquer leur huile de coco, les enfants se rendent au bord du creek. Sur le chemin, ils passent par la petite forêt et croisent les poules. Merci Marco. Alors il nous faudrait un petit responsable pour regarder les œufs aussi. Est-ce qu'il y a des œufs aujourd'hui? Oui, ici. Waouh! Regardez. Regardez. On peut les prendre? On va les mettre dedans? Alors on fait bien délicatement, hein? Arrivés au creek, les petits aventuriers entament la fabrication de leur huile de coco. En train de montrer une autre technique. Il faut l'envoyer dans la feuille. Allez, Kiran. On attend. Chacun son tour. Oui, vous pouvez faire les deux. Kiran, mets pas le pied sur le coco. Oui. Et alors, t'aimes bien? Ah, c'est dur, hein? Attends. Hop. À midi, retour au Faré pour le déjeuner et pour la cuisson du lait de coco qui donnera ensuite l'huile. Chaque enfant repartira chez lui avec son propre bocal. L'idée, c'est vraiment de pouvoir leur offrir une semaine en reconnexion avec la nature. La nature, c'est vraiment l'élément fédérateur de notre projet pédagogique. Tout ça dans un cadre bienveillant. Donc, dès que les enfants arrivent, on pose tout de suite les valeurs de respect entre eux, respect adulte-enfant, enfant-adulte et aussi vis-à-vis de la nature. Et après, on essaye d'alterner vraiment des phases et de création où ils peuvent se laisser libre cours à leur imagination, mais aussi des phases en activité extérieure où ils sont dans la forêt, on est près des animaux, on va se promener. Voilà, donc on essaye vraiment d'alterner ces deux phases qui sont importantes pour les enfants. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir, voilà, en effet, peut-être par rapport à un manque qui est en Calédonie, de pouvoir offrir autre chose pendant ces semaines de vacances. Durant les 2 derniers jours, les enfants vont apprendre à fabriquer un volcan et à concocter un plat traditionnel vanuaté. Chaque jour, c'est une centaine, même des milliers de ces t-shirts qui se créent dans ces murs. À la tête de cette entreprise de textile, Karol Vassilev, un des grands défenseurs de la production locale. Il y a 50 ans, son entreprise ne comptait alors que lui et son frère. La fratrie espérait produire des vêtements localement. Un pari bien risqué dans une filière où la concurrence étrangère est forte. Pour Karol Vassilev, pas d'avenir pour son entreprise sans protection de marché. La filière textile, à mon sens, c'est une filière qui est fragile. Si on ne s'occupe pas, ce sont des filières qui seront appelées à disparaître, un petit peu d'ailleurs, comme elles ont disparu en France métropolitaine ou sur l'Europe au profit des pays du Maghreb, au profit des pays de l'Est, au profit de la Chine, au profit du Brésil, etc. Avant cette protection, pas de garantie de commande sur le marché calédonien déjà petit. Mais il y a une dizaine d'années, la filière du textile en Nouvelle-Calédonie se voit accorder une protection de marché, un soulagement pour Karol Vassilev. 8 produits de la filière textile sont soumis à une protection. Par exemple, les vêtements de travail sans marque sont soumis à un quota à l'importation. La fabrication des t-shirts imprimés avec inscription publicitaire, elle, est réservée aux entreprises calédoniennes. Les entreprises calédoniennes ont l'obligation, sur l'impression par exemple publicitaire, de passer par les entreprises locales. Elles sont 5 ou 6. Si demain vous voulez faire imprimer vos t-shirts, eh bien, il est souhaitable qu'ils soient imprimés localement plutôt que faits par des employés dans les autres pays. Vous fixez un peu l'emploi sur la Nouvelle-Calédonie, vous fixez la valeur ajoutée. Au pays, l'activité de fabrication de textiles compte 5 entreprises. La concurrence ne se fait plus au niveau international, mais au niveau local. Une position plus confortable qui a permis à l'entreprise de se lancer dans l'exportation. Aujourd'hui, elle exporte 6% de sa production. En contrepartie de cette protection du marché, l'entreprise se doit de créer de l'emploi. T-Print compte aujourd'hui 44 employés.
L'entreprise se doit aussi d'investir localement et de fournir des produits de qualité.